Sans plus attendre, du coup, je vais passer la parole à Emmanuel Grégoire, donc premier adjoint à la ville de Paris, notamment chargé de l'urbanisme et de l'architecture. Voilà, Emmanuel. Merci beaucoup. Bonjour à... Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce colloque sur un thème absolument fondamental et disons-le un peu révolutionnaire sur le plan conceptuel en matière d'urbanisme. L'urbanisme, historiquement, c'est une affaire de ponts et chaussées, c'est une affaire de travaux lourds, c'est une affaire de programmation. Évidemment, c'est caricatural quand je dis ça, mais c'est peut-être parfois un peu la vision qui nourrit les grands maîtres d'ouvrage de la fabrique de la ville, et évidemment les élus dans leur très grande diversité également. Je voudrais remercier Monsieur Miette pour l'invitation à ouvrir ce colloque, et le faire à l'Institut de France est évidemment pour nous tous très inspirant. J'ai vu la qualité des interventions et du programme de travail de ces 2 journées, et je suis certain qu'il apportera beaucoup à ce sujet qui est en gros comment on pense la ville, comment on pense sa transformation et comment on pense sa dynamique historique. C'est un thème qui m'est cher parce que, en particulier, Paris est une ville pleine de contradictions en matière de dynamique historique. Il y a évidemment le Paris que l'on connaît, qui est celui des grands travaux, de la grande planification et de la marque, de l'empreinte historique qui a été laissé par les grands maîtres d'ouvrage des 2 millénaires qui se sont écoulés. Je pense évidemment au roi et à l'ensemble des autorités qui ont incarné l'émergence d'un État moderne. Paris, c'est une ville d'héritage de la volonté des rois, de la volonté des prévôts, que ce soit les prévôts des marchands ou les prévôts du roi. Mais ce n'est pas ça, en réalité, l'histoire, l'origine et la constante historique de la ville de Paris. Et peut-être c'est une singularité plus particulière aux villes européennes, à l'histoire des villes européennes. Et évidemment, j'inscrirai mon propos dans les enjeux que nous souhaitons traiter aujourd'hui. Comment, évidemment, ils répondent à une intention politique, à une vision politique de transformation de la ville, mais comment, précisément, on compte le stimuler moins par une vision de la planification rigoriste, mais par une vision de la ville organique. Définir la ville organique sera d'ailleurs peut-être un des enjeux du colloque, parce que c'est un concept évidemment innovant. Et à cet égard, je voudrais rappeler combien derrière les grands marqueurs de l'imaginaire symbolique parisien, il y a un pointillisme très dynamique, ce que j'appellerais de la sérendipité urbaine, dans lequel, par sédimentation, s'inscrivent beaucoup de moments de l'histoire et aussi la mise en cohérence de beaucoup d'histoires finalement très particulières, très individuelles. Et ce que, d'une certaine manière, en matière réglementaire, nous essayons de stimuler via un document, le plan local d'urbanisme. Mais ce plan local d'urbanisme, il n'est rien tant que des pétitionnaires, des individus, le mettent en œuvre selon des orientations et quelques grands enjeux qui s'y dessinent. Le lien de Paris avec ce concept de la ville organique, c'est d'abord rappeler que Paris, c'est l'histoire du lien, au sens vraiment purement historique, étymologique du mot, l'histoire du lien entre un bassin de vie, un marécageux, un fleuve, la Seine, et évidemment une histoire complexe sur laquelle je ne reviendrai pas, mais consubstantielle de flux de marchandises sur un fleuve. C'est ça l'histoire de Paris, c'est comme ça que s'est construit la puissance de Paris sur le plan économique. Vous savez qu'au cours du premier millénaire, Paris était une ville assez marginale comparée à beaucoup de villes de notre territoire qui ont eu des périodes de taille beaucoup plus importante économiquement, symboliquement, politiquement que Paris. Mais petit à petit, s'est construit un chemin qui a été évidemment accéléré par des phénomènes historiques. Qu'est-ce que la ville organique ? Est-ce que la ville organique, c'est l'inverse de la ville planifiée ? Est-ce que la ville organique, c'est un concept en matière d'urbanisme, peut-être même de bio-urbanisme, qui consiste à miser sur l'idée des mouvements
de la coagulation de mouvements dans lequel la question, et j'y reviendrai dans la deuxième partie de mon propos, dans laquelle la question sociétale du vivre ensemble, de la densité désirable, évidemment. Je suis un très grand défenseur de la densité. C'est une bataille culturelle pas simple en ce moment, mais j'insisterai beaucoup sur cela, et compris pourquoi c'est au cœur d'une alchimie à Paris que nous entendons défendre. Quelques enjeux qui sont apparus de façon supplémentaire pour notre ville, pour le monde entier, évidemment, mais enfin, nous en avons la charge à Paris, et vous êtes comme professionnel confronté dans tous les endroits où vous travaillez, c'est évidemment la question du changement climatique et comment celui-ci peut transformer des climats tempérés en climats dans lesquels il existe des périodes régulières d'inhospitalité pour la vie en ville, sauf à lui donner les outils pour amortir le choc. Quand vous ramenez à Paris ces enjeux de changement climatique, vous observez à quel point l'évolution des températures est conforme à Paris, un peu plus élevée que d'ailleurs les moyennes internationales, puisque évidemment ce phénomène est exacerbé dans les écosystèmes urbains, mais la science documente de façon extrêmement rigoureuse cette tendance. Et deuxième chose sur laquelle je veux insister, les scientifiques insistent sur une deuxième chose dont les médias parlent moins, mais qui est aussi importante, c'est l'inéluctabilité du réchauffement climatique. C'est-à-dire que les mesures que nous prenons actuellement peuvent limiter le choc, ils n'empêcheront pas la croissance des températures moyennes. Et les efforts que nous devons fournir collectivement au titre, sur le plan mondial, des accords de Paris, c'est un objectif d'inflexion de la hausse, mais ça ne peut pas être d'empêcher la hausse. Il faut donc nous préparer à des phénomènes climatiques exacerbés qui vont évidemment percuter la ville. C'est des étés évidemment de plus en plus chauds, c'est la régularité de nuit de plus en plus chaude rentrant dans ces périodes que d'aucuns désormais connaissent, c'est-à-dire les canicules et le caractère très pressant, très difficile que ça impose sur la qualité du bâti et la qualité de vie en ville tout court. Et puis, autre phénomène lié au réchauffement climatique, là aussi, qu'on commence à découvrir, les scientifiques le disent depuis très très longtemps, mais désormais l'opinion publique commence à l'éprouver, c'est la question de l'exacerbation des phénomènes climatiques avec des pluies très augmentées, des sécheresses supplémentaires et en gros des atypies climatiques par rapport aux caractéristiques habituelles de nos milieux de vie, et tout ça dans une période de temps extrêmement compacte par rapport au cycle habituel de changement du climat que connaît la planète. Et donc, nous devons préparer la ville à ça. J'ai l'habitude de dire rarement, mais désormais, on s'est fait piquer le mot, il faut qu'on arrête de le dire. C'est évidemment des enjeux que notre PLU va essayer de nous aider. Pas seulement le PLU, mais j'aurai pas le temps de parler de tout, mais évidemment, la mise en cohérence de notre plan climat, du plan local d'urbanisme et de l'ensemble des documents et à portée réglementaire et de nature plus politique, au sens d'orientation des politiques publiques que nous menons, tout doit contribuer à cet objectif. D'abord, rappeler l'objectif du plan climat, c'est l'objectif de la neutralité carbone. La neutralité carbone à l'horizon 2050, il impose des étapes intermédiaires extraordinairement importantes pour tout le monde et évidemment pour Paris, mais Paris a une qualité, entre guillemets, comparée à d'autres grandes villes dans le monde, extraordinaire. Ça, c'est l'empreinte carbone de Paris en 2021, avec une toute petite nuance, c'est évidemment qu'en 2021, le niveau d'activité de l'aviation, en particulier de l'aviation civile des touristes, n'avait pas repris au plein niveau pré-Covid, mais nous partons avec l'empreinte carbone sur quelque chose d'extrêmement encourageant, sur la crédibilité de la capacité à s'engager sur une neutralité carbone 2050. Nous avons évidemment deux grands contributeurs principaux. Il y a l'alimentation et puis les transports dans leur grande diversité. C'est à peu près une empreinte carbone 2 fois inférieure à la moyenne des grandes villes de type Londres ou grandes villes américaines.
Pourquoi ? Parce que nous sommes une ville dense. La ville dense a des défauts, mais ça a surtout des qualités. Et le premier des plaidoyers que nous devons imposer, on peut avoir des nuances, mais que nous devons imposer, c'est que la densité n'est pas un problème, la densité est une solution sur la question de la crédibilité, ou alors on ne dit pas qu'on veut faire les accords de Paris, sur la crédibilité d'une trajectoire de neutralité carbone. Deuxième enjeu, et on en parle beaucoup depuis la conférence du président de la République, l'évolution de la population parisienne et l'évolution de la démographie. La population parisienne baisse, pas le temps de détailler de façon trop importante, mais elle baisse. Pourquoi ? C'est pas vrai que les familles fuient Paris, ou plus exactement, les familles ont toujours un peu fui Paris, et ça fait des siècles, ça dure, au titre des trajectoires résidentielles, au titre de l'augmentation du nombre d'enfants dans un foyer, et puis au titre de l'atypie, de la structure de l'habitat parisien par rapport à d'autres villes. Il y a 3 facteurs structurels de baisse de la démographie, lapsus, de baisse de la démographie aussi, mais c'est plus complexe, il y en a plus. C'est la question du taux de natalité. Il faut réarmer la fertilité. J'essaierai d'expliquer qu'il y a d'autres pistes en politique publique, à mon avis, qui sont un peu plus facilement à portée de main. Mais la question de la baisse de la natalité est évidemment un sujet. Deuxièmement, le sujet du vieillissement de la population. On en parle moins parce que ce n'est pas une mauvaise nouvelle de vivre plus longtemps. Mais il y a des sous-occupations plus durables qu'avant. Et donc, évidemment, c'est une incidence sur le nombre d'habitants. Et puis, une troisième, c'est les séparations des couples, tout simplement, qui fait que ces 3 facteurs cumulés nécessitent, toutes choses égales par ailleurs, plus de logements pour loger le même nombre de personnes. Et s'ajoute un autre phénomène beaucoup plus préoccupant, c'est la part des logements inoccupés. Et vous observez que tout ça cumulé crée une espèce de corrélation statistique assez convaincante entre l'augmentation des logements inoccupés et la baisse de la taille moyenne des ménages, ce qui fait qu'à stock de logements constant, vous avez moins d'habitants qu'avant. Et deuxièmement, des phénomènes de contraction sur le stock de logements qui font que la population baisse. Pour régler ça, il faut produire massivement du logement, évidemment, et il faudra continuer à en produire, notamment pour répondre aux enjeux structurels de démographie, mais il faudra aussi résoudre, ou en tout cas endiguer, ce phénomène de logement inoccupé, meublé touristique, résidence secondaire, qui prend des proportions inquiétantes et dans lesquelles les pouvoirs publics locaux ne sont pas dotés de pouvoirs suffisants pour réguler en fonction des réalités de leur territoire, et je ne crois pas qu'elle s'analyse et qu'elle se règle de façon homogène sur dans l'ensemble des villes de la même façon. Et donc, pour ça que nous plaidons pour plus de représentation. Le PLU bioclimatique, il va venir nourrir cet enjeu et d'un urbanisme de production, plus un urbanisme à l'ancienne, mais surtout d'un bio-urbanisme d'adaptation de la ville. Vous avez ici une représentation résumée d'un projet permis par le PLU actuel. Et vous connaissez ce phénomène de construction dans les cœurs d'îlots, etc. Vous avez des gabarits qui sont transformés par les règles du PLU. C'est évidemment très simplifié, mais je crois qu'on en comprend l'esprit. Et vous avez ce que permettra sur une parcelle identique le PLU bioclimatique avec des principes qui sont en gros le gabaritaire doit permettre de monter plus haut. Deuxièmement, protection des cœurs d'îlots, des circulations d'air, etc. Vous connaissez ça bien. Et nous voulons faire la démonstration que le PLU bioclimatique est un PLU révolutionnaire sur le plan de l'ambition environnementale. Il n'est pas un PLU d'empêchement, de transformation de la ville et de production de logements. Dernier point, puisque j'avais exactement 3 minutes et qu'il me reste 10 secondes. Non, j'ai dépassé de 13 secondes. C'est la question de comment on transforme une ville organique aussi pleine comme un œuf que l'est Paris. À Paris, il y a quelques zones d'aménagement encore, mais enfin, nous avons abouti. Et c'est pour ça qu'on va passer vraiment à un urbanisme organique. Pourquoi ? Parce qu'on aura fini d'aménager Paris au sens des outils classiques de programmation et de planification en matière d'urbanisme. Nous allons devoir travailler la ville sur elle-même, ce qui est une tradition extrêmement ancienne à Paris. Donc on sait faire, ils l'ont fait bien avant nous. Nous allons poursuivre ce travail et travailler sur de la dentelle, sur du pointillisme en matière urbaine, par exemple à travers l'identification de notre objectif de 300 hectares supplémentaires visant à avoir 10 mètres carrés d'espace vert ouvert au public. Ça, c'est l'état actuel.
Et ça, c'est le travail interstitiel dans lequel nous avons identifié un potentiel de 300 hectares supplémentaires. Chacun de ces points verts clairs qui est apparu, je remets la petite animation, évidemment, sera très compliqué. Certains très faciles parce qu'ils sont déjà engagés, seront livrés dans les mois prochains pour certains, d'autres plus compliqués. Mais c'est ce travail extrêmement détaillé qui nous permettra de remplir les objectifs. Je voudrais vous remercier très chaleureusement de votre accueil, remercier Lily Munson, d'abord vous dire le plaisir qui a été le mien et de mon équipe de l'avoir compté parmi nous. Et je compte vraiment beaucoup sur des acteurs innovants comme les Villes Vivantes pour nous aider à accompagner d'abord ce changement culturel et philosophique sur comment on fabrique la ville et comment on accompagne les porteurs de projets. Vous souhaitez de bons travaux et en particulier saluer les chercheurs étrangers de leur témoignage et de la contribution à ces réflexions. Merci à tous et bons échanges pendant ces 2 jours.